Dette de 250 000 € payée. Larmes de maman, câlin de papa. Le lendemain, un mot, merci d'avoir réglé ça, raté. On part à Nice. Mais l'acte de vente était à mon nom. La vente? Annulée. Ils n'ont plus rien. Ils l'ont vendu après que j'ai payé jusqu'au dernier centime de leur dette de 250 000 €. Je m'appelle Léonie, j'ai 34 ans, et je suis infirmière à l'hôpital d'Orléans. D'où que vous regardiez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été utilisé par votre propre sang, comme un portefeuille sur pattes? Comme un simple outil, une fonction? Dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. J'ai l'impression d'être seule ce soir, et j'ai besoin de savoir que quelqu'un m'entend. Parce que chez moi, il était 7 heures du matin, un mercredi brumeux. Le soleil peinait à percer le brouillard épais qui s'accrochait au-dessus du Loiret. Je venais de terminer un service de nuit, mon deuxième d'affilée. J'avais enchaîné les gardes pour payer les dernières traites. J'étais épuisée, vidée, mais étrangement, fière. La veille au soir, ma mère, Martine, avait pleuré dans mes bras. De vraies larmes, pensais-je. Tu nous as sauvés, Léonie. Tu as sauvé la famille. Sans toi, nous étions à la rue. Mon père, Gérard, un homme de peu de mots, un homme qui ne m'avait jamais vraiment serré dans ses bras depuis mes 10 ans, m'avait enveloppé dans une étreinte si forte qu'elle m'avait coupé le souffle. Tu es notre héroïne, avait-il murmuré, sa voix rauque. Et moi, l'idiote, la bonne fille, je les avais crus. Je pensais, enfin. Enfin, je compte. Enfin, je ne suis plus seulement l'infirmière fiable, la fille responsable, celle qui ne fait jamais de vagues. J'étais leur héroïne. Je suis sortie de ma vieille Clio, qui sentait le café froid et les nuits blanches. Le sourire était encore collé à mon visage fatigué. J'avais hâte de prendre une douche chaude dans la salle de bain de mon enfance, de m'effondrer dans mon lit. Mais quelque chose n'allait pas. Le silence. Il n'y avait pas la radio que maman allumait toujours à fond sur Nostalgie le matin. J'ai levé les yeux vers les fenêtres. Les géraniums. Ma mère était obsédée par ces géraniums rouges. Les jardinières étaient vides. La terre avait été retournée. Mon cœur a fait un bond douloureux. Non. J'ai couru vers la porte d'entrée, mes clés déjà à la main. Je n'en ai pas eu besoin. La porte n'était pas verrouillée. Elle était juste poussée. Je l'ai ouverte. Maman? Papa? Le silence. Un silence d'église. Un silence de tombeau. L'écho de ma propre voix m'est revenu, froid et nu. La maison était vide. Pas vide, comme quand on part en vacances. Vide, comme si un ouragan silencieux avait tout aspiré. Les rideaux avaient été arrachés d'épingles. Le canapé n'était plus là. Dans la cuisine, il n'y avait plus de réfrigérateur, plus de cuisinière. Ils avaient même pris les ampoules des plafonniers. Je suis montée à l'étage, mais pas résonnant sur le bois nu. Ma chambre. Vide. La leur. Vide. Je suis redescendue, les jambes flageolantes. L'odeur. Ça sentait la poussière et le produit de nettoyage au citron. Ils avaient nettoyé. Et c'est là que je l'ai vu. Sur le parquet du salon, exactement là où le vieux tapis de ma grand-mère avait été pendant 30 ans, se trouvait une simple enveloppe blanche. Mon nom était griffonné dessus, à la hâte. L'écriture de mon père. Léonie. J'ai ouvert l'enveloppe, mes doigts tremblaient. Un seul morceau de papier, arraché à un carnet. Merci d'avoir rétabli notre crédit, raté. On part à Nice avec Bastien. Ne nous appelle pas. 5 phrases. Pas de signature. Pas de remords. Raté. Le mot tournait en boucle, encore et encore. Raté. 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 Je suis tombée à genoux. Le papier s'est échappé de mes doigts. L'air me manquait. La fierté, la chaleur de l'étreinte de mon père, les larmes de ma mère, tout était un mensonge. Une performance. Une mise en scène cruelle dont j'étais la seule spectatrice et la seule payeuse. Je me suis traînée sur le perron. Madame Dubois, ma voisine d'en face, sortait ses poubelles. Elle m'a fait un grand signe de la main.
J'ai levé la mienne, machinalement. J'avais l'impression de regarder le monde à travers une vitre épaisse. Je voulais hurler. Je voulais mettre le feu à ce qui restait. J'avais tout perdu. J'étais endettée jusqu'au cou pour une coquille vide. C'est du moins ce que je pensais à cet instant précis. Je suis restée assise là, sur les marches froides, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Là, ratée. C'était donc tout ce que j'étais pour eux. L'infirmière célibataire de 34 ans, la fille sans histoire, la vache à lait fiable. J'ai repensé à l'étreinte de mon père. C'était faux. J'ai repensé aux larmes de ma mère. C'était faux. Tout était calculé. J'ai senti la colère monter. Pas une colère chaude, explosive. Non. Une colère froide, lourde, qui s'est installée au creux de mon estomac. D'habitude, c'était de la tristesse. De la déception. J'avais l'habitude de pleurer et de pardonner. Mais là, c'était différent. J'ai ramassé la note. On part à Nice avec Bastien. Bien sûr. Bastien. Mon frère aîné, l'éternel, génie incompris, l'artiste raté, le créateur de Startups fantômes. Je suis restée là, au milieu du silence, et puis, j'ai souri. Un vrai sourire. Large. Féroce. Madame Dubois, qui rentrait son arrosoir, m'a regardé d'un air étrange. Une fille, assise sur le perron d'une maison vide, un pyjama d'hôpital sous sa veste, souriant toute seule. J'ai dû lui faire peur. Parce que ce que mes parents, dans leur cupidité stupide, et mon frère, dans son arrogance, ne savaient pas, c'est que lorsque j'ai payé cette dette de 250 000 € la semaine dernière, je ne l'ai pas fait en leur faisant un virement. Oh non. Je l'ai fait par l'intermédiaire de MON Notaire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette maison, ce sol sur lequel j'étais assise, ces murs qu'ils venaient de vider, ne leur appartenaient plus. Cette maison était légalement, officiellement, et irrévocablement à moi. Chaque centimètre carré. L'acte de vente avait été signé. L'enregistrement au service de la publicité foncière était fait. La vente qu'ils pensaient avoir faite? La vente pour laquelle ils avaient fui à Nice? C'était une escroquerie. Une fraude pure et simple. Et ils venaient de me laisser la preuve écrite de leur intention de nuire. Une preuve signée de leur stupidité. Ils pensaient m'avoir laissé sans rien, dans une maison vide. La vérité, c'est qu'ils venaient de me donner les clés du royaume. Ils m'avaient laissé avec l'arme du crime. J'ai regardé la note à nouveau. Raté. J'ai ri. Un rire sec, qui m'a fait mal à la gorge. D'accord, ai-je murmuré à la maison vide. On va voir qui est la ratée. Ils pensaient avoir 900 kilomètres d'avance. Ils pensaient être en sécurité sur la Côte d'Azur, au soleil, dépensant l'argent qu'ils avaient sûrement volé à d'autres au passage. Ils ne savaient pas que dans le monde moderne, la justice électronique était instantanée. Et ils allaient apprendre, très vite, ce que coûtait de trahir la mauvaise fille. Mais comment en suis-je arrivée là? Comment une infirmière de 34 ans, la vache à lait de la famille, en arrive-t-elle à posséder secrètement la maison de ses parents? Laissez-moi vous raconter. Laissez-moi vous expliquer comment, 6 mois plus tôt, un appel téléphonique désespéré a planté les graines de leur propre destruction. Il faut remonter à une nuit froide de novembre, où je dormais dans le siège passager de ma Clio, sur le parking de l'hôpital. Il y a 6 mois, ma vie était un chaos. Je venais de rompre avec un homme qui pensait que partager les tâches signifiait me regarder passer l'aspirateur. J'avais quitté son appartement et, trop fier pour demander de l'aide, trop habitué à ne déranger personne, je dormais dans ma Clio. C'était humiliant. L'habitacle sentait le café froid et le désodorisant bon marché. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. C'est là que le téléphone a sonné. Minuit passé. C'était ma mère, Martine. En pleurs. Pas ces petites larmes habituelles pour un gâteau brûlé ou une remarque de son coiffeur. Non, c'était le genre de sanglot qui vous glace le sang. Léonie. C'est une catastrophe. La banque, le crédit agricole, ils vont saisir la maison. Tout est fini. La maison. La maison de mes grands-parents. La seule constante dans ma vie. Quoi?
Mais comment? Je croyais que papa avait remboursé le prêt? Silence. Puis, la voix de mon père, Gérard, en fond sonore, indistinct et colérique. Et le reniflement de ma mère. Ce n'est pas le prêt principal. C'est pour Bastien. Bastien. Bien sûr. Le nom était lâché. Bastien, mon frère aîné de 38 ans. L'enfant chéri. L'artiste. L'éternel génie, qui n'avait jamais travaillé un seul jour dans un vrai boulot. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ai-je demandé, ma voix déjà lasse. Ton père s'est porté garant pour son entreprise, son bistrot écologique à Paris. Le bistrot, qui avait fait faillite en 6 mois, laissant une ardoise colossale. Avant ça, c'était sa start-up de livraison par drone, il n'avait même pas de site web. Avant ça, c'était son concept d'art, des toiles blanches vendues, ou plutôt non vendues. Chaque fois, Bastien s'en sortait sans une égratignure, et mes parents payaient les pots cassés. Ils ont tout mis sur la maison, sanglotait maman. Les prêts, les pénalités. Léonie, c'est 250 000 euros. Si on ne paie pas avant la fin de l'année, la banque vend tout aux enchères. J'étais assise dans ma voiture gelée, le téléphone collé à l'oreille. 250 000 euros. Pendant que je faisais des gardes de nuit pour payer mes études d'infirmière, Bastien détruisait sa deuxième BMW, payée par papa. Pendant que j'économisais pour un apport, il réseautait à Saint-Tropez. Et moi, j'étais là, fiable. Là, raisonnable. Celle qui comprenait. Et l'argent des grands-parents, ai-je tenté. La maison leur appartenait, ils l'avaient laissée à mes parents. Oh, chérie, dit maman, mais on l'a déjà utilisée, pour aider Bastien à démarrer. Évidemment. Normalement, j'aurais dû dire, débrouillez-vous. J'aurais dû raccrocher. Mais ils ont mentionné la maison. Cette maison, ce n'était pas la leur. C'était celle de mes grands-parents. C'était le jardin où ma grand-mère m'apprenait à reconnaître les herbes. C'était le grenier où je lisais en cachette. C'était mon seul point d'ancrage. Je ne pouvais pas laisser les souvenirs de mes grands-parents être vendus aux enchères à cause de l'incompétence de mon frère. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je murmuré, et j'ai détesté la faiblesse dans ma propre voix. Oh, Léonie, tu es un ange. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je n'étais pas un ange. J'étais une idiote. Mais c'était ma maison. Et j'allais la sauver. J'étais si naïve. Je pensais encore que je sauvais ma famille. Je ne savais pas que je mettais simplement le doigt dans un engrenage qui allait tout broyer. J'ai donc commencé. J'ai pris rendez-vous avec ma banque. J'ai fait le tour de mes économies. Mon assurance vie, mon livret A, le plan d'épargne entreprise. J'ai tout calculé. J'ai liquidé des placements que je gardais depuis 10 ans. J'ai vu mes rêves d'un petit appartement s'évaporer. Il me manquait encore près de 100 000 euros. J'ai dû contracter un prêt personnel, un prêt à la consommation au taux le plus élevé que vous puissiez imaginer. J'ai hypothéqué mon propre avenir. Je m'endettais pour les 10 prochaines années. Mais je me sentais bien. C'est terrible à dire, mais je me sentais bien. J'étais la sauveuse. J'étais l'héroïne. J'allais enfin leur montrer ma valeur. J'allais enfin être vue. À chaque étape, j'appelais ma mère. Elle pleurait de gratitude. Tu es meilleure que nous, Léonie. Mon père prenait le téléphone pour me dire qu'il était fier. Bastien, lui, était étrangement silencieux. Il est sous le choc, le pauvre, disait maman. Il se sent tellement coupable. J'ai rassemblé les fonds. La banque qui détenait la créance de mes parents était le Crédit Agricole. Tout était prêt pour le transfert final. Et puis, il y a eu ce mardi. Une semaine avant la date limite. J'avais une journée de congé imprévue. J'ai décidé de passer à la maison pour récupérer de vieux albums photos. Je voulais me rappeler pourquoi je faisais tout ça. Je me suis garée. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Je suis entrée sans faire de bruit. J'ai entendu ma mère dans la cuisine. Elle était au téléphone. Elle riait. Je me suis arrêtée dans le couloir.
Ce n'était pas le rire d'une femme au bord du gouffre. C'était un rire conspirateur. Mais non, Bastien, ne t'inquiète pas, disait-elle, d'une voix mielleuse. Elle va payer. C'est Léonie. Elle a toujours été la plus facile à manipuler. Tu lui fais un peu de « oh, ma pauvre chérie » et elle accourt. C'est la bonne poire de la famille. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas bougé. J'ai arrêté de respirer. Oui. Oui, ton père a joué le jeu parfaitement. L'étreinte, c'était une bonne idée. Non, elle ne se doute de rien. Elle est trop occupée à être notre héroïne, point. Je sentais la nausée monter. J'ai dû m'appuyer contre le mur. Écoute-moi, mon chéri, continua-t-elle, sa voix baissant d'un ton. Dès que le virement est fait, dès que la banque confirme que la maison est clean, on la met en vente. On vend cette bicoque et on te rejoint enfin à Nice. Tu mérites le soleil, pas nous. L'argent de la vente sera pour toi, pour ton nouveau projet. On recommence tout à zéro. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était un plan. Ils n'étaient pas en train de sauver la maison. Ils étaient en train de la nettoyer pour pouvoir la vendre. Et c'était moi qui payais le nettoyage. Que auriez-vous fait à ma place? Vraiment. Mettez-vous 2 secondes dans mes chaussures. Auriez-vous confronté votre mère, attrapé la main dans le sac? Auriez-vous tout annulé, laissant la maison être saisie par la banque, juste pour les punir? Ou auriez-vous fait quelque chose de plus intelligent? Dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, à ce moment-là, j'ai failli vomir. Je suis reparti sur la pointe des pieds. Je suis sorti, j'ai fermé la porte si doucement qu'ils ne m'ont pas entendu. Je suis retourné dans ma Clio. J'ai conduit jusqu'au bord du Loiret. J'ai tremblé pendant 1 heure. La sauveuse est morte à cet instant. La ratée venait de comprendre. La bonne poire venait de durcir. Ce n'était plus un sauvetage. C'était une transaction commerciale. Et j'allais m'assurer d'en être la seule bénéficiaire. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé le Crédit Agricole. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai appelé une collègue de l'hôpital, une femme plus âgée, Françoise, divorcée 2 fois, qui connaissait tout de la vie et des hommes compliqués. Je lui ai raconté une version édulcorée de l'histoire. Elle n'a pas hésité. Tu ne donnes pas un centime sans un notaire. Et pas le leur. Le tien. Elle m'a donné un nom, Maître Duval. Un notaire réputé à Orléans, spécialisé dans les successions compliquées et les divorces houleux. Il est cher, mais il est impitoyable. C'est ce qu'il te faut. À 14 heures, j'étais dans son bureau. Une étude impressionnante, au dernier étage d'un immeuble haussmannien, sentant le bois ciré et la loi. L'atmosphère était intimidante. J'ai tout raconté à Maître Duval. La dette de 250 000 €. L'hypothèque sur la maison. Et j'ai tout avoué, la conversation que j'avais surprise. Le plan pour Nice. La manipulation. Je me sentais petite et sale en le racontant. Il m'a écouté sans ciller. Il n'a pas pris de notes. Il m'a juste regardé. Quand j'ai eu fini, il a joint ses mains sur son bureau. Mademoiselle Léonie, a-t-il commencé d'une voix calme, ce que vous décrivez est tristement banal. L'enfant, fiable, qui doit payer pour l'enfant, problématique. La dynamique du bouc émissaire. Que dois-je faire, ai-je demandé, ma voix tremblante. Si vous payez simplement leurs dettes, a-t-il expliqué, vous n'avez absolument aucune garantie. Ils peuvent, comme vous l'avez entendu, vendre la maison le lendemain et partir avec l'argent. Vous aurez perdu 250 000 € et vous n'aurez aucun recours. Vous aurez financé leurs vacances. Alors je laisse la banque saisir, ai-je dit, le cœur serré à l'idée de perdre la maison. Non, dit-il avec un léger sourire. Il y a une 3e option. La seule option logique. Il s'est levé. Vous n'allez pas payer leur dette. Vous allez la racheter. C'est très différent. Il m'a expliqué la procédure. J'allais racheter la créance directement au Crédit Agricole. La banque, qui ne voulait que son argent et se moquait de qui payait, serait ravie. Ensuite, continua-t-il, nous allons rédiger un acte de vente. Vos parents vous vendent la maison.
Le prix de vente? 1 euro symbolique, plus la reprise de la dette de 250 000 euros que vous venez de racheter. Je l'ai regardé, éberlué. Ils ne signeront jamais ça. Bien sûr que si, dit Maître Duval. Ils sont désespérés. Ils sont au bord de la saisie. Ils n'ont plus le temps. Je vais leur présenter cela comme la seule solution. Je leur expliquerai que c'est une réorganisation du titre de propriété nécessaire pour que la banque accepte votre paiement. Je ne leur mentirai pas. Je leur donnerai simplement les documents. S'ils sont trop pressés de toucher l'argent de la vente future pour lire ce qu'ils signent, c'est leur problème, pas le nôtre. J'ai senti un frisson me parcourir. C'est extrême. Maître Duval a ajusté ses lunettes. Mademoiselle Léonie. Vous êtes sur le point d'investir 250 000 euros. L'intégralité de vos économies et de votre capacité d'emprunt pour la prochaine décennie. Avez-vous le droit de protéger cet investissement? Absolument. Ce n'est pas de la vengeance, dit-il, c'est de la prudence financière. La prudence. Ce mot résonnait en moi. Toute ma vie, j'avais été prudente. Et maintenant, ma prudence allait me sauver. Ils vont me détester, ai-je soufflé. Ils vous utilisent déjà. La seule question est de savoir si vous allez les laisser faire. Pensez à ce qu'ils prévoient de vous faire, à vous. Pensez à la conversation que vous avez surprise. J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé Maître Duval droit dans les yeux. Faites-le. Préparez les papiers. Le jour de la signature, l'air dans l'étude de Maître Duval était électrique. J'étais arrivée la première. Quand mes parents sont entrés, ils avaient l'air fatigués, mais surtout, impatients. Impatients d'en finir. Martine m'a prise dans ses bras. Oh, ma chérie, tu es là. C'était une étreinte sèche, performative. J'ai senti son parfum cher, celui que Bastien lui avait offert, probablement avec l'argent de mes parents. Gérard m'a serré la main. Léonie. C'est bien ce que tu fais. Tu es une fille bien. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Maître Duval est entré. Bonjour. Asseyez-vous. Il a présenté les documents. Une pile impressionnante. Voici les documents de la banque, le Crédit Agricole, confirmant le rachat de la créance par Mademoiselle Léonie. Il leur a tendu le premier stylo. Ils ont signé. Et voici, continua-t-il, l'acte de vente. Pour finaliser la transaction et annuler la procédure de saisie, la propriété doit être transférée. C'est une simple formalité. Une simple formalité. J'ai regardé mon père. Il a pris le document. Il n'a pas lu. Il a juste regardé la dernière page. Où est-ce que je signe? Maître Duval a indiqué la ligne. Gérard a signé. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle a hésité. Elle a regardé la page. C'est compliqué tout ça. Vente? Cédant? Acquéreur? Mon cœur a arrêté de battre. Vous êtes sûr, maître, que c'est ce qu'il faut faire? C'est la procédure standard pour ce type de rachat de dette, madame, répondit Maître Duval sans ciller. Pour que votre fille, l'acquéreur, soit protégée, et que la banque libère l'hypothèque, le titre doit être clair. Vous cédez la propriété en échange de l'extinction de votre dette. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard. J'espérais qu'elle verrait quelque chose, n'importe quoi. Mais elle n'a vu que ce qu'elle voulait voir. C'est ce que la banque exige, maman, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Elle a soupiré, comme si on lui demandait un effort surhumain. Elle a signé. Clic, le son du stylo se refermant. C'était fait. En l'espace de 10 minutes, j'étais devenue la propriétaire légale et unique de la maison. Cette nuit-là, ils ont insisté pour fêter ça. Ils ont ouvert une bouteille de champagne qu'ils gardaient, pour une grande occasion. L'ironie. À Léonie, dit mon père, levant sa coupe. Notre sauveuse. Notre héroïne, ajouta ma mère, les larmes aux yeux. Et là, assise à cette table, j'ai failli craquer. La culpabilité m'a submergée. J'étais un monstre. Une manipulatrice. J'étais devenue comme eux. Et si j'avais mal entendu?
Et si la conversation de ma mère au téléphone n'était qu'un fantasme, un rêve éveillé pour rassurer Bastien? Et s'ils m'aimaient vraiment, et que je venais de leur voler leur maison? La culpabilité était si forte que j'ai pris une décision. Je suis allée me coucher, le cœur lourd. Je me suis dit, demain. Demain, j'appellerai Maître Duval. Je lui dirai que j'ai changé d'avis. Je trouverai un moyen de les remettre sur l'acte de propriété. Je partagerai. Je ne suis pas comme eux. Je me suis endormie avec cette promesse. Une promesse de rédemption. Et puis je me suis réveillée. Je me suis réveillée à 7 heures du matin, après mon service de nuit. Je suis rentrée, fière d'être leur héroïne. Et ils étaient partis. Avec tout. Sauf une petite note sur le sol, me traitant de raté. Toute ma culpabilité s'est évaporée. Comme la rosée du matin sous un soleil de plomb. Il ne restait que la pierre froide de la certitude. J'avais eu raison. Et ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Me voilà donc, de retour au présent. Assise sur le parquet de ma maison vide. La note ratée, dans une main, mon téléphone dans l'autre. La culpabilité? Disparue. La tristesse? Envolée. Il ne restait que la colère froide et la certitude d'avoir bien fait. Maintenant, il fallait comprendre leur plan. Ils n'avaient pas pu vendre la maison légalement, puisque je la possédais. Alors, qu'avaient-ils fait? Je me suis levée et j'ai fait le tour de la maison dévastée. Dans la cuisine, la poubelle avait été vidée. Mais un papier était tombé à côté. Un papier froissé. Je l'ai ramassé. C'était une promesse de vente. Pas un document officiel. Une promesse de vente sous seigne privé. Un accord entre particuliers, sans notaire. J'ai lu. Ils avaient promis de vendre la maison à un certain couple, M et Madame Bernard, résidant à Paris, pour la somme de 300 000 €. Et là, j'ai vu le chiffre qui m'a fait octer. Acompte reçu ce jour, 50 000 €. 50 000 €. Ces gens, ce couple de Parisiens, leur avaient donné 50 000 € en liquide ou en virement direct, en échange d'un bout de papier. Leur plan était diabolique de simplicité. Laisser Léonie la ratée, payer la dette de 250 000 €, nettoyant ainsi l'hypothèque. Trouver des acheteurs naïfs, les Bernard, probablement en leur racontant une histoire triste sur une saisie bancaire imminente. Signer une fausse promesse de vente pour une maison qui ne leur appartenait déjà plus. Empocher un acompte énorme. Fuir à Nice avec l'argent et le fils préféré. Laisser les Bernard et Léonie se débrouiller avec cet imbroglio juridique. Ils pensaient que j'allais me retrouver à devoir gérer un couple furieux réclamant une maison que je ne pouvais pas leur vendre, tout en étant moi-même endettée jusqu'au cou. Ils m'avaient laissé avec le chaos. Mon téléphone a vibré. BZZZ. Un nouveau message. De Bastien. De Nice. Ils avaient dû faire la route de nuit. 900 kilomètres. Ils se sentaient en sécurité. Je l'ai ouvert. J'espère que tu t'amuses dans la maison vide, la vache à lait. Profite bien des murs. On est au soleil, nous, émoticône, clin d'œil. La vache à lait. T'es le mot de trop. Toute ma vie, j'avais encaissé. La fiable Léonie. La sérieuse Léonie. La ratée. Et maintenant, la vache à lait. J'ai regardé le message. J'ai regardé la fausse promesse de vente. D'accord, ai-je dit à la pièce vide. La vache à lait, hein? J'ai composé le numéro de Maître Duval. Il était 8h30 du matin. Il allait être temps de commencer la journée. Maître Duval? Léonie au téléphone. J'ai du nouveau. Ils sont partis. Et j'ai la preuve de l'escroquerie. Eh bien, cette vache à lait est sur le point de fermer la laiterie. Et d'appeler la gendarmerie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Envoyez-moi tout, à 10 Maître Duval, sa voix calme tranchant avec la panique qui commençait à s'emparer de moi. La photo de la note.
La capture d'écran du message de Bastien. La photo de la promesse de vente. Tout. J'ai tout envoyé. Le silence au bout du fil était pesant. Léonie, a-t-il repris, et j'ai cru déceler une pointe d'admiration, ou peut-être de pitié, ce qu'ils ont fait est d'une stupidité criminelle. Ils ont laissé des preuves partout. Ils vous ont sous-estimé à un point, phénoménal. Il m'a dicté la marche à suivre. C'était un plan en 4 étapes. Et il fallait agir vite. Je m'occupe des acheteurs à 10 mètres du Val. J'ai leur nom, M et Madame Bernard. Je vais trouver leur notaire ou leur agent. Je vais leur envoyer une copie de votre acte de propriété. Ils vont comprendre très vite qu'ils se sont fait escroquer par vos parents. Je vais leur expliquer que leur seul moyen de revoir leur argent est de s'allier à vous. L'idée était de créer un allié. Les Bernard étaient aussi des victimes. Des victimes qui avaient perdu 50 000 €. Vous, m'a-t-il dit, vous allez raccrocher et vous rendre immédiatement à la gendarmerie d'Orléans. Vous n'allez pas porter plainte pour la note, ou pour le déménagement. Vous allez porter plainte pour escroquerie, abus de confiance et tentative de vol. Vol, ai-je demandé. Absolument. C'est à compte de 50 000 €. Il a été versé en échange d'un bien qui vous appartient. Cet argent, légalement, aurait dû revenir au propriétaire. C'est-à-dire, vous. Ils l'ont volé. Au Bernard, et à vous. Je suis allée à la gendarmerie. J'avais l'air d'une folle. En tenue d'infirmière, les yeux cernés, les cheveux en bataille. Mais j'avais les preuves. La note. Les messages. L'acte de propriété que Maître Duval m'avait envoyé par email. Le gendarme m'a regardé, d'abord avec pitié, puis avec un sérieux glacial. Il a pris ma déposition. Porteur plainte contre Gérard et Martine. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais je l'ai faite. Pendant que j'étais à la gendarmerie, Maître Duval, armé de mon acte de propriété, a contacté l'avocat des Bernard. L'avocat des Bernard, furieux, a immédiatement contacté sa banque. Et moi, avec le récépissé de ma plainte, j'ai appelé le service des fraudes de ma banque, qui a contacté la banque de mes parents. Le mot magique, enquête pour escroquerie. À 11 h du matin, un juge a signé une ordonnance. Le compte joint Gérard et Martine, sur lequel les 50 000 € avaient atterri, était gelé. J'imaginais leur visage. Ils étaient à Nice. Ils avaient fait 900 kilomètres. Ils se sentaient en sécurité. Ils allaient au restaurant sur la promenade des Anglais pour fêter ça, ou peut-être Bastien essayait-il déjà une nouvelle voiture de sport. Ils allaient au distributeur. Transaction refusée. Ils essayaient une autre carte. Paiement refusé. Ils appelaient leur banque. Compte bloqué pour suspicion de fraude, monsieur. Ils pensaient m'avoir laissé dans le chaos à Orléans. Ils ne savaient pas que le chaos venait de les rattraper sur la Côte d'Azur. Ils pensaient avoir 900 kilomètres d'avance. Ils ne savaient pas que la justice électronique était instantanée. Le piège venait de se refermer. Après avoir appelé la banque, après la gendarmerie, après Maître Duval, je suis rentrée chez moi. Chez moi. La maison était toujours aussi vide. Mais maintenant, le silence ne me semblait plus menaçant. Il était paisible. Et j'ai fait la chose la plus importante de toutes. Rien. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas renvoyé de message. Je n'ai pas répondu à l'insulte de Bastien. Je suis allée sur Facebook. J'ai vu que ma mère avait posté une photo d'elle et mon père il y a 2 jours, avec la légende « Si fière de notre famille et de nos 2 enfants merveilleux ». J'ai ri. Puis j'ai écrit un seul statut. Public. Petite leçon financière du jour, avant de signer un document chez le notaire, lisez-le. Surtout si vous prévoyez de vendre un bien qui ne vous appartient pas. Ça évite les mauvaises surprises. #notaire, #immobilier, #prudence. Je n'ai tagué personne. Je n'en avais pas besoin. Puis j'ai commandé une pizza. La première chose que j'allais manger dans ma nouvelle maison. Je l'ai mangée assise par terre, dans le salon vide. C'était la meilleure pizza de ma vie. Et j'ai attendu. La première manifestation est arrivée plus vite que je ne le pensais. À 22 h,
mon téléphone s'est allumé. Appel manqué. Un numéro que je ne connaissais pas, indicatif 04. Nice. J'ai souri. Ils avaient dû essayer de payer l'hôtel. Puis, 22h05. Bastien. Appel manqué. 22h06, Bastien. Appel manqué. 22h10, Martine. Appel manqué. 22h15, Gérard. Appel manqué. Mon téléphone ressemblait à un arbre de Noël. Ils devaient être dans la même pièce, paniqués, essayant chacun leur tour. J'ai pris le téléphone. Je l'ai regardé vibrer. Et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. J'ai activé le mode « Ne pas déranger ». J'ai éteint la sonnerie. J'ai posé le téléphone, face contre terre, sur le parquet. Je me suis allongée dans mon sac de couchage, la seule chose qu'il n'avait pas prise, car elle était dans ma voiture. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Un sommeil sans rêve. Pendant qu'à 900 km de là, leur monde commençait à brûler. Je ne savais pas que la panique pouvait avoir une voix. Mais je l'ai découverte le lendemain matin, dans ma boîte vocale. Le silence est une arme terrible. Mais ce qui allait suivre, ce serait encore plus bruyant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait par les fenêtres nues. J'ai fait du café avec ma cafetière italienne de camping. J'ai allumé mon téléphone. 17 appels manqués. 4 messages vocaux. J'ai appuyé sur « Play » pour le premier. La voix de Bastien. Mais ce n'était pas le Bastien arrogant de la veille. C'était une voix aiguë, paniquée. Léonie. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Un cri. Pas des mots, un cri. La carte ne marche pas. Le compte est bloqué. L'hôtel menace d'appeler la police si on ne paie pas. Coralie pète un câble. Règle ça. Règle ça maintenant. J'ai bu une gorgée de café. J'ai écouté le deuxième message. Martine. En pleurs. Léonie, mon bébé, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une erreur, dis-leur d'arrêter, dis-leur. Le troisième. Gérard. Sec. Appelle-moi. Immédiatement. Le quatrième. Rebastien. Maman est malade, elle fait une crise. C'est de ta faute. Si elle fait une crise cardiaque, ce sera de ta faute. La bonne vieille manipulation par la culpabilité. Ça ne prenait plus. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert un message groupé. Destinataire, maman, papa, Bastien. J'ai écrit une seule phrase. Vendre un bien qui ne vous appartient pas s'appelle une escroquerie. L'acte de vente est à mon nom. La maison est à moi. J'ai changé les serrures. Envoyé. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Pendant 3 heures. Puis le téléphone a sonné. Bastien. Cette fois, ce n'était plus de la rage. C'était autre chose. J'ai décroché. Je n'ai rien dit. Léonie? Sa voix était brisée. Léonie, tu dois arranger ça. Coralie? J'ai attendu. Il a reniflé. Un sanglot. Le grand Bastien, 38 ans, pleurait. Coralie est partie, a-t-il lâché. Apparemment, quand les cartes ont été refusées, la dispute a éclaté. Coralie, la femme de Bastien, venait d'une famille aisée. Elle n'était pas stupide. Elle a exigé de voir les comptes. Elle a vu le compte gelé. Elle a vu le message de la banque. Puis, dans la panique, maman a tout avoué. Le plan. L'argent. Et pour couronner le tout, Bastien lui avait montré la note ratée. Il trouvait ça drôle. Coralie n'a pas trouvé ça drôle. Elle a aussi découvert que sur les 50 000 euros, Bastien avait déjà dépensé 10 000 euros pour s'acheter une montre de luxe. Elle a trouvé la note que papa t'a laissée, sanglotait-il. Elle a trouvé le reçu de la montre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas élever ses enfants avec un parasite, ai-je suggéré, ma voix plate. Elle m'a traité de parasite, a-t-il confirmé, choqué. Elle a pris les enfants et elle est partie.
Elle a pris un taxi pour l'aéroport. Elle rentre à Paris. Le silence est revenu. Maman et papa sont en crise, a-t-il repris, essayant de retrouver un peu de dignité. On n'est sans rien. Tu dois nous aider. Ce sont tes parents, Léonie. Et puis la phrase. Celle que j'attendais. Tu ne vas pas les laisser à la rue, si? J'ai ri. Un rire sec, amer, qui venait du plus profond de moi. C'est drôle, Bastien, ai-je dit. C'est exactement ce que vous m'avez fait, il y a 6 mois, quand je dormais dans ma Clio. C'est exactement ce que vous comptiez me faire pour le reste de ma vie. Mais c'est différent. Non, Bastien. Ce n'est pas différent. C'est juste que pour la première fois, ce n'est pas moi qui suis à genoux. J'ai raccroché. Le « fils préféré » était brisé. Son bouclier doré, sa femme riche, venait de l'abandonner. Il était nu. Mais qu'en était-il des parents? Oh, il n'avait pas encore abandonné. La phase « panique » était terminée. La phase « négociation » commençait. Le téléphone a sonné. Martine. Mon bébé. Sa voix était fatiguée. Les larmes de crocodile avaient séché. On a fait une erreur. On a paniqué. Ton père, il n'est pas méchant, tu sais. Il était stressé. Et Bastien? Bastien quoi, ai-je coupé? Bastien vous a encore poussé à faire une bêtise que je devais payer? Léonie, on peut s'arranger. On revient. On te rend l'argent, enfin, une partie. On peut vivre tous ensemble. Comme avant. Comme avant? Maman, avant n'existera plus jamais. Tu m'as menti. Tu m'as manipulé. Tu étais prête à me voir ruinée pour que Bastien puisse bronzer à Nice. Avant est mort. Mais, la maison, c'est la maison de famille. Non, ai-je dit, et j'ai senti une force nouvelle dans ma voix. C'est ma maison. J'ai l'acte de propriété. J'ai payé 250 000 € pour elle. Vous n'avez fait qu'y vivre. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien. C'est vous qui avez fait ça. J'ai changé les serrures. Ne revenez pas. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Un avocat. Leur avocat. Il s'est présenté. Un ton mielleux, paternaliste. Il parlait de « solution à l'amiable », de « drame familial », de « ne pas laver son linge sale en public ». Puis le mot est tombé. Ma cliente, madame, est très ébranlée. Elle craint que vous n'ayez profité de ça, détresse émotionnelle. Nous pourrions être forcés de plaider l'abus de faiblesse. Abus de faiblesse. M'accuser, moi. J'ai failli rire. Maître, ai-je dit, de ma voix d'infirmière la plus professionnelle. Je comprends. Avant d'aller plus loin, j'ai quelques questions pour votre dossier. Ont-ils mentionné la note qu'ils m'ont laissée, me traitant de raté? Silence. Ont-ils mentionné le message de Bastien me traitant de vache à lait? Silence. Ont-ils mentionné qu'ils m'ont laissé dormir dans ma voiture pendant des semaines, 6 mois avant de me demander 250 000 €? Un léger toussotement. Mademoiselle, Non, maître, laissez-moi finir. Ont-ils mentionné qu'ils ont signé une promesse de vente frauduleuse et volé 50 000 € à un couple de Parisiens? Parce que les gendarmes, eux, l'ont mentionné. J'ai le récépissé de la plainte juste ici. Le silence à l'autre bout du fil était total. Donnez-moi votre adresse e-mail, ai-je continué. Je vous envoie l'acte de propriété à mon nom, signé par vos clients. Je vous envoie les captures d'écran. Et je vous envoie la plainte des Bernard. Ensuite, nous pourrons parler d'abus de faiblesse. Je vois, dit-il, sa voix soudainement moins assurée. Je vais revoir mes clients. Il a raccroché le premier. Cette conversation m'a épuisé. Mais elle m'a aussi libéré. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer. À jeter les détritus qu'ils avaient laissés. Dans le bureau de mon père, j'ai trouvé une boîte. Des trophées de Bastien. Des vieux albums photos. Et, une autre boîte, cachée dessous. Pleine de papier. Des lettres des impôts, taxes.
Des factures impayées. Des rappels. Des mises en demeure. Gérard ne gérait rien. Il empilait les dettes. J'ai tout mis dans un grand carton. Le soir, j'ai conduit jusqu'à la source. Le quartier d'Orléans où vivait mon oncle Didier, le frère de mon père. Le seul endroit où il pouvait se cacher. J'ai sonné. Mon oncle a ouvert. Il m'a regardé avec pitié. Léonie. Je les ai vus derrière lui. Dans le petit F2. Martine, les cheveux en bataille. Gérard, les yeux vides, fixant une télé éteinte. Et Bastien, affalé sur le canapé, un fantôme. Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé le carton sur le paillasson. Vous avez oublié ça. Gérard s'est levé, les yeux brillants d'un espoir absurde. C'est Bastien qui a parlé. Léonie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant? J'ai levé les yeux. J'ai regardé mon frère, l'homme de 38 ans qui avait tout eu. Et j'ai regardé mes parents, qui lui avaient tout donné. Et j'ai dit la chose la plus honnête que j'ai jamais dite. Débrouillez-vous. Comme j'ai toujours dû le faire. J'ai tourné les talons. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai changé de numéro de téléphone cette nuit-là. C'était fini. Ou presque. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Le silence était total. Plus d'appels. Plus de menaces. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour acheter un matelas gonflable et une chaise. J'ai fait changer les serrures, bien sûr. Et lentement, j'ai commencé à vivre. J'ai acheté un pot de peinture. Une couleur bleu océan. J'ai repeint les murs du salon. J'ai acheté des géraniums. Les mêmes que maman avait. Je les ai plantés dans les jardinières. Je les arrosais tous les matins. J'ai transformé le vieux bureau de Gérard, cette pièce sombre où je n'avais jamais le droit d'entrer, en ma salle de lecture. J'ai installé une bibliothèque. La maison respirait. Et moi aussi. Un matin, j'ai reçu un email. De Coralie. L'ex-femme de Bastien. Le titre était « Je vous demande pardon ». Elle m'a raconté sa version. Comment elle avait été aveuglée par Bastien. Comment mes parents l'avaient traitée comme une servante dès leur arrivée à Nice. Comment ils avaient exigé qu'elle paie l'hôtel après le gel des comptes. J'ai vu la note, Léonie, écrivait-elle. J'ai vu le message, vache à lait. Il me l'a montré en riant. C'est là que j'ai compris. Je suis désolée de ne pas avoir vu plus tôt. Vous étiez la seule personne saine dans cette famille. J'espère que vous trouverez la paix. J'ai lu l'email. J'ai pris une grande respiration. Et je l'ai archivé. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de son absolution. Je n'avais pas besoin de sa validation. Je protégeais ma paix. Les nouvelles du front me parvenaient par bribes, via mon oncle Didier, qui s'excusait pour sa famille. Les Bernard, le couple parisien, avaient porté plainte. Ils récupéraient leur argent, mais cela prendrait du temps. Bastien? Il était resté à Nice. Sans Coralie, sans argent. La dernière fois qu'on l'avait vu, il travaillait à la mise en rayon dans un Carrefour Market, près de l'aéroport. Il vivait dans une chambre de bonne. Mes parents? Ils sont restés chez mon oncle Didier jusqu'à ce qu'ils ne se supportent plus. Ils sont maintenant sur une liste d'attente pour un logement social, HLM. En attendant, ils vivent dans un hôtel Formule 1 près de l'autoroute. Mon père a essayé de m'appeler depuis une cabine. Je n'ai pas répondu. Certains diront que ce que j'ai fait était cruel. Que c'était la famille, malgré tout. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était une réappropriation. Je n'ai pas détruit ma famille. Ils se sont détruits eux-mêmes, avec leur cupidité et leur favoritisme. J'ai juste arrêté de les sauver. Aujourd'hui, ma maison est pleine. J'ai acheté des meubles. J'ai des amis qui viennent dîner. Des amis qui apportent une bouteille de vin et qui me disent « merci ». J'ai des fleurs dans mon jardin. Je dors la nuit. Mon histoire ne se termine pas par un feu d'artifice. Elle se termine par la paix. Une paix chèrement payée, à 250 000 €. Mais une paix qui n'a pas de prix. Avez-vous une histoire similaire?
Avez-vous déjà dû couper les ponts, non par haine, mais par instinct de survie? Avez-vous déjà dû choisir entre sauver votre famille et vous sauver vous-même? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies, où la justice, parfois, finit par triompher.